Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue sur CCTV Français pour cette nouvelle édition du journal. Les prix du pétrole brut ont connu une légère embellie après que l'Iran ait annoncé sa volonté de travailler à nouveau avec l'Arabie Saoudite. Les prix de l'or noir ont retrouvé un plus haut après une baisse de 8% lors de la précédente séance de cotation. La position de l'Iran signifie que la surabondance de brut sur le marché international ne s'aggravera pas à moyen terme. Les principaux traders de pétrole brut naviguent en ce moment entre les nombreuses turbulences agitant le marché, envoyant un signal fort depuis la crise économique globale de 2008. Pendant ce temps, l'Agence internationale de l'énergie a déclaré que les pays membres de l'OPEP étaient vraisemblablement sur le point de réduire le volume global de leur production. Elle a mis en garde contre une année 2016 encore traversée par une surabondance de pétrole, avant que la diminution de la production américaine ne prenne réellement effet. Les investisseurs attendent depuis des semaines les chiffres qui devraient être publiés aujourd'hui sur le niveau des stocks américains fournis par l'administration américaine de l'information de l'énergie. Il faut s'attendre à une augmentation du niveau des stocks de pétrole brut de 3,6 millions de barils supplémentaires. Le Nigeria, la première puissance économique de l'Afrique, a durement été touché par la chute des prix mondiaux du pétrole brut. Le pays cherche à relancer son économie trop dépendante du pétrole. De leur côté, les Nigérians essayent de s'adapter à l'évolution de la situation économique. Reportage. Le soleil se lève sur le lac Jabi à 5 km de la capitale nigériane Abuja. Denis Bode se prépare à entrer dans la ville où il travaille comme chauffeur. Il dit qu'il travaille plus qu'auparavant pour pouvoir à l'éducation de ses enfants. Je trouve qu'il est devenu désormais très difficile pour moi de payer les frais de scolarité de mes enfants. Ils restent maintenant malheureusement à la maison parce que les frais de scolarité sont trop élevés. Malgré une économie riche en ressources, un nombre croissant de Nigérians vivent en dessous du seuil de pauvreté. Avant l'effondrement des cours du pétrole, beaucoup de Nigérians pouvaient vivre avec un revenu faible ou intermédiaire. Mais la chute drastique des prix du pétrole brut, la principale source de revenus du pays, a entraîné un ralentissement du progrès. L'économie va mal et tout le monde le ressent, même dans le secteur privé et le gouvernement. Cela affecte nos enfants, nos parents, tout le monde. Mais que pouvons-nous faire? Juste cette semaine, les manifestants ont défilé dans les rues de la capitale en contestant la décision du gouvernement d'augmenter de 40% le prix de l'électricité. Dans le monde, nous sommes les travailleurs le moins rémunérés. Le peu qu'ils nous donnent, ils le reprennent à coups de taxes. Augmenter les prix sans permettre aux travailleurs de se renseigner sur comment cela les affectera eux ou leurs familles n'est pas correct. Certains analystes pensent que la solution à la crise économique du Nigeria repose sur le développement de petites et moyennes entreprises. Nous ne devons plus compter désormais sur le pétrole uniquement. Nous ne devons pas juste nous appuyer sur l'exportation des matières premières, mais devons plutôt miser sur l'utilisation des matières premières et assurer la capacité des PME à se développer. Pendant que les démarches sont faites pour relancer et changer l'économie, Denis Bode et beaucoup d'autres familles devront se débrouiller. Les cours de l'or continuent leur ascension. Son prix a progressé 8 fois en 9 séances mercredi, tandis que les investisseurs nerveux cherchent des cieux plus favorables. La montée des prix s'explique principalement par le comportement des marchés boursiers mondiaux qui sont préoccupés par la santé du secteur bancaire dans la zone euro. De plus, l'assouplissement de la politique monétaire engloutit les bénéfices des banques et nuit à leur capacité à rembourser leurs dettes. Le prix de l'or s'envole depuis près de 7 mois et demi et tous les autres avoirs sûrs tels que les obligations gouvernementales et le yen japonais s'apprécient également. La présidente de la Réserve fédérale, Janet Yellen, devrait se présenter devant le Congrès américain mercredi. Ces observations devraient contribuer à soutenir le prix élevé de l'or. Le principal indice japonais, le Nikkei, a terminé à son plus bas niveau depuis le mois d'octobre 2014, en raison des vives inquiétudes pesant toujours sur la santé globale des banques et des perspectives négatives sur la croissance économique. L'indice de référence Nikkei a encore baissé de 2,3% ce mercredi, ramenant la baisse totale à 10,3% ce mois-ci. Cette baisse survient alors qu'une chute de 5% avait déjà été enregistrée mardi dernier, en raison des inquiétudes relatives à un yen fort et des mauvaises prévisions globales de croissance. Toutes les principales valeurs de la bourse japonaise ont terminé dans le rouge, et notamment celles des secteurs bancaires, financiers et énergétiques. La pénurie de nourriture est un défi pressant pour de nombreux pays africains.
De façon à garantir la sécurité alimentaire et à accélérer le développement de l'agriculture, ces pays espèrent coopérer davantage avec la Chine. Avec les investissements du gouvernement chinois, de nombreuses compagnies chinoises ont aussi construit des centres de démonstration de technologies agricoles dans toute l'Afrique. Fin septembre, le début des récoltes en Zambie. Migwa Ibru Jato est occupé dans la ferme de John Kane Estates, la plus grande compagnie agricole chinoise de Zambie. Après des années de dur labeur, Mingwa a été promu technicien supérieur et manager d'atelier. Et l'entreprise lui a même construit une maison. Il dit que cet emploi a changé sa vie, particulièrement celle de ses enfants. Mes 3 filles, les écoles où elles vont se trouvent à Chizamba, certaines des meilleures de Zambie. Alors, si je n'étais pas venu ici, elles n'auraient pas pu aller dans ces écoles. Elles y sont parce que nous sommes ici. Chaque année, l'entreprise envoie plusieurs techniciens se former en Chine. En 2011, Mwinga y est allé pour 20 jours et pour lui, ça a été une illumination. La formation était très bonne, tout le monde est là, du plus petit fermier au plus haut niveau. On y trouve des machines simples, des machines intermédiaires et beaucoup de combinés, plein de machines différentes. Et ensuite, le gouvernement est présent pour aider chacun d'entre nous. John Kane Estates a été établi en Zambie en 1994, cofinancé par le groupe China National Agricultural Development et le Fonds de développement Chine-Afrique. Après plus de 20 ans d'expansion, John Kane Estates constitue désormais une ferme principale et 3 branches, principalement plantant des céréales et élevant du bétail. Duan Chanlong gère John Kane Estates depuis 2013. Il dit qu'en tant que l'un des plus stables et importants fournisseurs de nourriture en Zambie, la compagnie maintiendra toujours son engagement envers les fermiers et la communauté. Je pense que l'une des choses les plus importantes est la localisation des opérations, ce qui est la clé de notre survie. Il n'y a que 8 Chinois membres du personnel, mais nous employons plus de 270 fermiers locaux. Par leur travail à la ferme, ils acquièrent des savoir-faire et des techniques, ce qui est bon pour les fermiers des environs. Ils pourront transférer ces technologies et savoir-faire dans le futur. Duan Chanlong dit que John Kane Estates a créé plus de 3300 emplois en Zambie depuis qu'il a été créé. Et la production y est très élevée. Il y a 100 000 naissances par an, 50 000 œufs par jour. La compagnie produit aussi plus de 4 000 tonnes de céréales pour le marché de Lusaka chaque année, ce qui compte pour 8% de la production annuelle. Tous ces produits agricoles sont vendus et consommés sur les marchés locaux. Le blé constitue la plus grande production de cette ferme. Grâce aux technologies et à la localisation des opérations, la production de blé de John Kane Estates a augmenté d'année en année. 2015 devrait connaître des records. Le gouvernement zambien devrait coopérer encore plus avec la Chine en matière agricole grâce aux bonnes performances de John Kane Estates. En cette période de récolte, Given Lubinda, le ministre zambien de l'Agriculture et de l'Élevage, a visité John Kane Estates. Il a été impressionné par les réalisations de cette ferme et a accordé son soutien à toutes les opérations d'expansion. Mais il y a beaucoup d'autres compagnies chinoises qui pourraient être invitées en Zambie pour venir voir ce que fait John Kane ici. Elles pourraient elles aussi venir investir en Zambie. Je discute en ce moment avec les entreprises chinoises pour établir ce que nous appelons une zone de coopération agricole sino-zambienne, qui possédera une école de formation. Elle fournira toute la machinerie, elle produira beaucoup, et elle permettra d'approvisionner le marché des fermiers zambiens. But also is going to provide the much needed market for Zambian farmers. En plus de ces grandes fermes, de nombreuses compagnies chinoises ont aussi construit des centres de démonstration de technologies agricoles dans des pays comme la Tanzanie, le Rwanda et le Mozambique. Depuis 2012, le centre tanzanien a formé 1100 Tanzaniens pour en faire des responsables agricoles, des techniciens ou des fermiers.
Chaque mois, de nouveaux fermiers viennent dans notre centre pour apprendre. Nous leur présentons les technologies avancées et nos dernières semences, et les façons de les faire pousser. Les fermiers sont très heureux de voir ça, et ils espèrent rapporter ces graines chez eux pour les cultiver. La coopération entre la Chine et l'Afrique en matière d'agriculture est de plus en plus profonde et large d'année en année. Duan Chanlong dit que beaucoup de Zambiens avec lesquels il travaille veulent avoir leur propre ferme. Il espère que les fermiers de John Ken Estates pourront faire usage de leur savoir-faire acquis ici pour réaliser leurs rêves. Retrouvons maintenant Raïssa Girondin pour la seconde partie de ce journal. Bonjour à tous. Aujourd'hui marque la 3e journée du calendrier lunaire. Après 2 jours de festivités en famille, les célébrations descendent dans des rues. De nombreuses personnes viennent assister à une variété d'activités folkloriques. À Beijing, les foires organisées dans les temples ont attiré une foule de personnes et celle qui s'est déroulée au parc d'Itan de Beijing a accueilli près de 200 000 visiteurs par jour. Ils sont venus admirer des produits artisanaux, déguster des mets locaux et profiter de performances interprétées par des acteurs habillés en costumes d'époque. Par ailleurs, c'est la tradition de regarder la danse du dragon lors du festival du printemps. Il existe plusieurs expressions de cette danse à travers le pays. À Foshan, dans la province du Guangdong au sud de la Chine, une troupe d'artistes âgés de 40 à 60 ans exécute la danse du dragon sur l'eau, alors qu'à Chengdu, dans la province du Sichuan, dans le sud-ouest de la Chine, les locaux dansent la danse du dragon de feu et allument des pétards pour souhaiter une bonne et heureuse année. La ruée de voyage de la fête du printemps est qualifiée de plus grande migration humaine annuelle au monde. Et chaque année, cette migration a pour effet étrange de vider certaines des villes les plus peuplées au monde. Alors que des dizaines de millions d'habitants des mégalopoles comme Beijing, Shanghai et Shenzhen rentrent dans leur lieu d'origine. Et cette année ne fait pas exception. Selon les analyses de données du géant de l'Internet chinois Tencent, environ 4 habitants de Beijing sur 10 ont quitté la ville et l'impact est à double tranchant. Construire une ville prend des années et des décennies, mais ne demande que quelques jours à vider. Les célébrations du plus grand congé annuel chinois ont vidé les plus grandes villes du pays. La fameuse heure de pointe dans la capitale chinoise ressemble à présent davantage à une promenade dans le parc. Il y avait des queues interminables partout, du métro au bus et même dans les toilettes publiques. À présent, avec des millions de résidents qui sont retournés chez eux, la ville qui ne dort jamais connaît finalement un peu de repos. Au cours des années, les résidents non originaires de Beijing sont devenus une part inséparable de l'économie de la ville. Ils proposent de la nourriture et gèrent des magasins, devenant le moteur qui fait tourner Beijing 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Mais il y a aussi ceux qui ont décidé de rester et de fêter dans la ville qu'ils ont élue comme leur nouveau domicile. Le vide de la capitale ne fera cependant pas long feu. Celle-ci reviendra bientôt à son tohu-bohu habituel, une fois la fête du printemps passée. De même que les cœurs et les rêves de ceux qui espèrent pouvoir appeler un jour cette ville la leur. En Chine, la fête du printemps rime avec rassemblement familial. Mais pour certaines personnes âgées qui vivent loin de leurs enfants, cela n'est malheureusement pas possible. Notre reporter Hunan s'est rendu dans un centre de soins pour personnes âgées à Shanghai pour voir comment les résidents y célèbrent le Nouvel An. C'est la saison des réunions familiales pour la plupart des gens et des réunions amicales pour ceux qui sont loin de leur famille. La communauté Caoyang de Shanghai cherche une solution. Près de 30 000 personnes vivent dans cette communauté et sont âgées de 60 ans ou plus, ce qui représente un tiers du nombre total des résidents.
Leurs enfants sont soit très occupés par leur travail, soit partis à l'étranger et ont très peu de temps pour leur rendre visite ou pour s'occuper d'eux. Mon fils vit au Canada avec sa famille. Ils viennent me voir environ une fois par an. La communauté s'occupe bien de moi. Mes enfants n'ont pas à se faire souci pour ma santé. Mais pour d'autres, c'est la solitude, davantage que la maladie, qui est le plus gros problème. Mon fils et ma belle-fille vivent avec moi, mais nous n'avons rien à nous dire. Le fossé générationnel est évident. Je viens tous les jours au centre pour personnes âgées, car j'ai besoin de soins, pas n'importe lesquels. Je viens pour bénéficier d'échanges chaleureux. L'accompagnement des anciens est un problème urgent en Chine. Environ 15% de la population a 60 ans ou plus. D'ici 2050, il est prévu que ce chiffre atteigne les 38%. Près de 40% des résidents de Shanghai qui ont entre 60 et 69 ans se retrouvent seuls. Et dans ce contexte, l'accompagnement social et les communautés de soins jouent un rôle très important. Le rendez-vous du thé à 12 heures de l'après-midi est l'un de nos services principaux aux personnes âgées. Nous proposons également des soins médicaux et des repas à domicile pour les personnes âgées handicapées. Nous prévoyons également de coopérer avec des hôpitaux communautaires pour effectuer des contrôles de santé réguliers. Alors que les parents des premiers enfants nés sous la politique de l'enfant unique atteignent l'âge de la retraite, le soutien aux personnes âgées est davantage une obligation sociale qu'un problème privé. À Sydney, les activités battent leur plein pour le plus grand festival de la fête du printemps dehors de Chine. Les commerçants et les entreprises ont recours à des approches créatives pour profiter de l'augmentation du nombre de visiteurs chinois. Après presque 40 ans dans le métier, Leslie Chan sait comment vendre. Notre riz au poulet est considéré comme le meilleur de Sydney. Il connaît également l'impact que le Nouvel An chinois à Sydney aura sur son restaurant de Chinatown. Il ne fait aucun doute que de nombreux touristes vont venir. L'Australie est devenue une destination de voyage très populaire parmi les Chinois, rendue encore plus attirante par la baisse récente du dollar australien. L'année dernière, jusqu'au mois de novembre, elle a attiré plus d'1 million de touristes chinois qui ont apporté près de 8 milliards de dollars à l'économie du pays. Cela s'est avéré une étape importante pour nous car cela a représenté une croissance significative au cours des 3 ou 4 dernières années. Mais à l'échelle mondiale, la concurrence pour le secteur du tourisme chinois augmente également. Cela pourrait aider à expliquer pourquoi Tourism Australia a décidé d'utiliser un passe-temps populaire et de l'agrandir à l'extrême. Au départ utilisé pour attirer les touristes japonais à la fin de l'année dernière, le Giga Selfie sera lancé à Sydney à la fin du mois prochain. Dans des lieux spécialement indiqués, il permettra aux utilisateurs de prendre des selfies démesurés à travers un service passant par les smartphones, avec une vue de l'ensemble du paysage. Ce que nous souhaitons faire avec ce service, c'est de donner aux gens l'opportunité de prendre des photos de vacances mémorables pendant leur séjour à Sydney. Et bien entendu, partager ce cliché avec des amis et la famille de retour au pays. Certaines entreprises comptent sur la popularité des hauts lieux touristiques pour tenter d'attirer davantage les visiteurs chinois. La compagnie Bridge Climb a ainsi mis en place un service de karaoké au sommet du Harbour Bridge de Sydney. Il y a eu un bon retour de la part du marché chinois l'année dernière. Nous avons vu nos ventes progresser de plus de 64% par rapport à l'année précédente. La fête du printemps, c'est l'opportunité en or de l'année. Des bénéfices potentiels qui en font rêver plus d'un ici à Sydney. De la dinde de Noël, des raviolis lors du dîner de famille. Chaque fête a ses mets traditionnels. Le Tet, le nouvel an lunaire vietnamien, ne déroge pas à la tradition. Partons ensemble à la découverte des mets délicieux servis pour accueillir la nouvelle année lunaire au Vietnam. Le Ban Trong est l'un des plats indispensables servis au moment du Nouvel An vietnamien. Il fait partie intégrante de la tradition du pays depuis près de 3000 ans déjà. La légende raconte qu'un prince aurait inventé ce plat pour impressionner son père, afin d'hériter du trône. Mais au lieu d'avoir eu recours à de rares et coûteux ingrédients, il aurait choisi de confectionner un plat à la manière populaire. La farce est constituée de riz gluant, d'haricots et de porc, les 3 ingrédients traditionnels à la portée de tous les paysans vietnamiens.
Madame Tang est considérée comme une sorte d'expert en la matière. Elle fabrique et vend des banchung tout au long de l'année. Mais c'est bien à l'occasion du Tet qu'elle est la plus occupée, avec une production quotidienne dépassant largement les 100 unités. Enrouler les galettes de riz est devenu depuis bien longtemps une chose courante pour beaucoup de Vietnamiens. Mais à l'occasion du Nouvel An, où ils peuvent enfin rentrer chez eux, chacun veut apporter sa petite contribution. Il est très important de conserver ces traditions, notamment quand vos enfants ont quitté leur pays natal pour aller s'installer dans les grandes villes du pays. C'est l'occasion unique où la famille peut se réunir et célébrer pendant 3 jours le Nouvel An. Le banchung joue également un autre rôle important. Placé sur l'autel de famille, il s'agit de la première offrande faite aux ancêtres à l'occasion du Nouvel An vietnamien. Il est en soi tout un symbole familial et un cadeau faisant le lien entre le passé et le présent. Notre second plat traditionnel est un peu plus exclusif. Vu Dai est un village situé à plusieurs heures de route d'Hanoï. La carpe noire qui est élevée ici est le principal ingrédient d'un plat traditionnel qui est devenu synonyme de la fête du Tet, le fameux poisson cuit dans un pot d'argile. Je n'arrive même pas à me souvenir depuis combien de temps nous le cuisinons. Cela remonte à nos ancêtres qui faisaient cuire du poisson dans des boîtes d'argile depuis des centaines d'années. Le poisson est éviscéré, nettoyé et découpé en filets, mais ses écailles sont conservées. Ensuite, le tout est soigneusement placé dans un pot d'argile, accompagné de gingembre, d'autres herbes et des épices afin de relever le goût. Mais personne ne connaît la raison ayant fait de ce plat un mets traditionnel du Nouvel An vietnamien. Mais les familles cuisineront plusieurs centaines de pots chaque jour pendant la durée des célébrations. Voilà sur quoi repose notre petite affaire. Nous en cuisinons toute l'année, mais c'est bien l'occasion des célébrations du Tet que nous sommes le plus occupés. La préparation se fait encore à une échelle relativement restreinte. Et bien que plusieurs éléments du processus de fabrication aient été mécanisés depuis, la famille continue de réaliser la plupart des étapes à la main et d'avoir un œil sur les différents pots restant sur le feu pendant près de 12 heures. Nous sommes très connus sur le marché. Nous devons donc porter une attention particulière à la qualité plutôt qu'à la quantité. La famille se tient prête pour répondre à la forte demande pendant les célébrations du Tet. Elle a déjà reçu des commandes de toutes les régions du Vietnam et même depuis la France. Mais malgré leur succès, la tentation de se développer n'est pas à l'ordre du jour. Et cela restera encore une affaire de famille. Et ainsi s'achève ce volet. Merci. Retour au plateau avec Jonathan Messina. Merci Raïssa et merci à vous pour votre fidélité. Ce journal est à présent terminé. Bonne suite de programme sur notre chaîne.